Gouffre de Helm pourrait revenir chez Lego dans une version absolument gigantesque pensée pour les adultes. Et si cette rumeur se confirme, nos étagères et surtout nos comptes en banque ne sont clairement pas prêts. Parce qu'au même moment, un nouveau Funko Millennium U16 serait envisagé pour octobre 2027. Le Holo des volants pourrait enfin débarquer en Lego et derrière, on retrouve encore le Daily Planet, un château géant d'Arendelle, Street Fighter, kit de K2000 ou même le Parthéon. Bref, la liste complète, elle est folle. Mais attention, Lego n'a encore rien annoncé officiellement. Toutes ces informations proviennent d'un fichier interne que la marque aurait laissé accessible par erreur. Le document semble suffisamment crédible pour être pris au sérieux aujourd'hui, mais il présente encore des projets très en amont. Certains peuvent donc changer, être repoussés, voire totalement annulés. Vous commencez à me connaître, on va pas du tout lire la liste comme ça. Pour chaque set, on va regarder ce qui a réellement fuité, son niveau de crédibilité, à quoi il pourrait ressembler, et là je me suis lâché, et surtout pourquoi Lego aurait intérêt à les commercialiser. Toutes les images que vous allez voir dans cette vidéo sont évidemment mes propres concepts, réalisés avec intelligence artificielle. Ce ne sont ni des photos volées, ni de design définitif de Lego. De toute façon, on n'a aucune image. Et on commence évidemment avec le projet qui a provoqué le plus de réactions sur internet, le grand retour du Gouffre de Helm. C'est parti. Alors, pour le moment, la seule info exploitable tient juste en une ligne. Lego travaillerait sur une nouvelle version du lieu, dans une gamme Icons, avec une sortie envisagée pour 2027. On parlerait donc bien d'un gros set collector, vendu directement par Lego, pas du tout d'une version playset pour enfants ici. En revanche, aucun numéro, aucun prix, aucun détail, aucun nombre de pièces. On connaît pas les listes des minifigurines. Je préfère le préciser ici parce que j'ai vu passer des publications qui annonçaient déjà plus de 6000 pièces, un prix autour de 550 $ et au moins 8 personnages. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucune source suffisamment solide pour confirmer ces chiffres. Considérez-les donc comme des spéculations ou des fantasmes, pas comme une vraie partie du leak. Ce qui rend cette rumeur aussi populaire, c'est que le Gouffre de Helm a déjà eu droit à une version en Lego qui est devenue quasiment mythique. Le modèle 9474, sorti en 2012, proposait 1368 pièces et 8 minifigurines. On avait Aragorn, Gimli, Haldir, le roi Théoden, un Berserker et 3 Uruk-hai. À l'époque, il coûtait 130 $ et mesurait déjà 50 cm de large. Il réunissait la grande muraille, la porte principale, le donjon et même une fonction qui permettait de faire exploser le mur. Pour un set de 2012, il était franchement très réussi, mais il restait extrêmement compressé par rapport à la forteresse du film. Et aujourd'hui, une boîte neuve peut se vendre plusieurs centaines d'euros sur le marché secondaire. Autrement dit, Lego connaît déjà la demande. Si cette nouvelle version existe réellement, je pense pas que Lego va se contenter d'agrandir ce modèle de 2012. Pour moi, le meilleur choix serait de construire à l'échelle des mini-figurines avec une grande muraille, incurvée qui viendrait se connecter au Fort le Corps. Le tout pourrait reposer sur une base rocheuse beaucoup plus massive avec une partie de la forteresse directement intégrée dans la montagne. Je verrai 3 grands modules. D'abord la chaussée et la porte principale avec un mécanisme d'attaque permettant aux Uruk-hai de tenter de l'enfoncer. Ensuite, toute la longue muraille avec les échelles de siège et surtout le fameux conduit d'évacuation. Lego pourrait reprendre le principe du mur explosif de 2012 mais avec un système beaucoup plus spectaculaire. Et enfin, le Fort le Corps avec sa tour, sa cour intérieure, plusieurs salles accessibles à l'arrière et évidemment le grand corps qui donne son nom à la forteresse. Je voudrais surtout pas d'une simple façade grise, magnifique de face mais complètement vide derrière. À ce niveau de prix, il faut pouvoir raconter toute la bataille. La préparation des soldats, l'assaut des Uruk-hai, l'explosion de la muraille, la retraite vers le donjon et la charge finale. Et c'est précisément pour cette raison que je préférais une véritable échelle minifigurine plutôt qu'un modèle majoritairement microscale comme Minas Tirith. Le Gouffre de Helm n'est pas seulement un monument, c'est avant tout une bataille centrée sur des personnages. Si les figurines paraissent minuscules à côté de la construction, on perd une grosse partie de l'intérêt du lieu. Concernant les personnages, le minimum serait évidemment Aragorn, Legolas, Gimli, Théoden et Haldir. J'ajouterais également Gimli, au moins un soldat du Rohan, un archer elfe, un berserker et plusieurs Uruk-hai différents. Et quand je dis plusieurs Uruk-hai, je veux réellement dire plusieurs. Si Lego nous vend une forteresse à plus de 500 € avec seulement 2 ennemis devant la muraille, la bataille va rapidement ressembler à un problème de voisinage. Personnellement, je viserais entre 12 et 15 minifigurines. Ce n'est absolument pas une information provenant de la fuite, mais ce serait selon moi le nombre nécessaire pour que le set paraisse vivant. D'un point de vue marketing, le choix du Gouffre de Helm serait extrêmement logique de la part de Lego. Depuis 2023, Lego reconstruit progressivement la Terre du Milieu, à travers plein de modèles premium. On avait Faux de Combe, Barad-dûr, la Comté et Minas Tirith. Le Gouffre de Helm permettrait de poursuivre cette collection, tout en proposant ici quelque chose de très différent. Faux de Combe mise sur la beauté, Barad-dûr sur la verticalité, Minas Tirith sur la démesure, tandis que le Gouffre de Helm pourrait devenir le grand set de bataille de guerre. C'est également un remake. Lego peut donc toucher à la fois des collectionneurs qui rêvent du modèle de 2012 et les nouveaux fans qui n'ont jamais eu l'occasion de l'acheter. Et surtout, le calendrier serait parfait, parce que le film des 2 tours est sorti en 2002. Une commercialisation en 2027 correspondrait aux 25 ans du film. C'est une occasion marketing du coup beaucoup trop
évidente pour ne pas au moins être étudiée par Lego. Pour le prix, je pense malheureusement qu'il va falloir s'attendre à quelque chose situé entre 500 et 650 euros. Lego vient de placer Minas Tirith à 650 euros justement. Ce tarif a créé un nouvel ancrage. Après un set pareil, proposer le gouffre de Realm à 549 euros par exemple pourrait presque donner l'impression qu'il est plus raisonnable. Oui, c'est terrifiant dit comme ça, mais c'est comme ça que fonctionne le véritable ancrage tarifaire. Mais avant de quitter la Terre du Milieu, il faut parler d'un petit spin-off parce que le gouffre de Helm n'est pas le seul set Lego sur Lord of the Rings qui a fuité. Un autre set beaucoup moins spectaculaire, mais qui est très malin. L'auberge du poney fringant, toujours prévu autour de 2027-2028. Là aussi, on n'a aucune info précise, donc ni pièce, ni numéro de référence, ni photo, ni minifigurine, rien. Mais le choix aurait aussi extrêmement du sens ici. Lego n'a jamais officiellement reproduit ce lieu, alors qu'il concentre 3 scènes essentielles. La rencontre entre les Hobbits et Aragorn, Frodon qui disparaît en passant l'anneau sur son doigt, puis l'attaque des Nazgûl contre les Livides. Je verrais un bâtiment à colombage assez large, avec la grande salle commune au rez-de-chaussée, les chambres à l'étage, et une petite cour avec les écuries. Une table basculante pourrait faire disparaître Frodon sous le plancher, tandis qu'un mécanisme dans la chambre permettrait de rejouer l'attaque des Chevaliers Noirs. Pour les minifigurines, il suffirait déjà de réunir Frodon, Sam, Merry, Pippin, Aragorn en grands pas, Barlimar, Butterbur et 2 Nazgûl pour rendre le set très désirable. Et Lego en plus peut posséder un Joker Collector incroyable, le caméo de Peter Jackson mangeant une carotte dans les rues de Brie. Une de ces 20 mini-figurines privées s'est vendue plus de 38 000 $ en 2025. Une version publique ferait totalement parler, même si rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'elle sera incluse. Je situerais cette auberge autour des 3000 pièces, avec un prix entre 300 et 350 euros. Ce serait encore cher, mais nettement plus accessible que Minas Tirith par exemple, tout en offrant enfin un véritable lieu de vie à l'échelle des minifigurines. Alors ça reste tout aussi cher évidemment, mais ça permettrait d'avoir un bon compromis au lieu d'avoir des sempiternels gros UCS entre guillemets Lord of the Rings. Là on aurait un set beaucoup plus proche des icônes classiques. On quitte maintenant la Terre du Milieu pour un projet beaucoup plus risqué ici. Lego envisagerait déjà de remplacer l'un de ses plus grands modèles de tous les temps avec un nouveau Faucon Millenium UCS. Quoi? Encore un Faucon Millenium? Ouais, je vous entends déjà, effectivement, pourquoi? Et là, la rumeur est beaucoup plus sérieuse, parce qu'on a un numéro de référence. On parle de la référence 75487, avec une sortie prévue autour d'octobre 2027. Ce serait le 3e Faucon Millenium UCS, après le modèle 10179 de 2007, et le gigantesque 75192, commercialisé en 2017. Et vous avez peut-être remarqué le rythme ici. 2007, 2017, 2027. Un nouveau modèle tous les 10 ans. Presque aussi ponctuel qu'un contrôle technique. Le calendrier reste néanmoins très crédible. Le Faucon actuel devrait quitter le catalogue Lego fin 2026, même si les dates de retrait peuvent toujours être modifiées. Son remplaçant arriverait donc seulement quelques mois plus tard. Et surtout, 2027 marquerait les 50 ans de Star Wars, un nouvel espoir. Lucasfilm prépare déjà une ressortie mondiale de ce film au cinéma et une année entière de célébration. Difficile d'imaginer un meilleur produit anniversaire que le vaisseau le plus célèbre de toute la saga. Le véritable challenge et problème, c'est que Lego ne remplace pas du tout un modèle raté. Le 75192 propose 7541 pièces. Il mesure 84 cm de long sur 60 de large et coûte aujourd'hui 849,99 €. Il possède déjà une coque extrêmement détaillée, un cockpit pour 4 personnages, une rampe d'accès, des canons orientales et des panneaux permettant d'explorer plusieurs sections intérieures. Il permet même de choisir entre la version de la trilogie originale et celle de la postologie grâce à 2 radars et 2 équipages différents. Presque 10 ans après sa sortie, il reste encore considéré comme l'un des meilleurs modèles Lego Star Wars jamais produits. Donc du coup, comment justifier un nouveau modèle probablement encore plus cher? À mon avis, la principale évolution doit venir de l'intérieur. Le modèle actuel possède quelques espaces très réussis, notamment le salon avec le jeu déjà ric, la salle des machines et le poste d'artillerie. Mais une grande partie du vaisseau reste occupée par la structure technique ou simplement inaccessible. Sur cette nouvelle version, j'imagine un intérieur beaucoup plus complet. Davantage de couloirs, des couchettes, les compartiments de contrebande, les capsules de sauvetage, les 2 postes de tir et une salle de machines plus développée. Les panneaux supérieurs pourraient être montés sur des charnières plutôt que simplement posés sur la structure. Ça serait beaucoup plus pratique pour accéder à l'intérieur sans devoir retirer 15 morceaux de coque et chercher ensuite pendant 10 minutes où chacun doit retourner. Extérieurement, je ne pense pas que Lego puisse révolutionner la forme du vaisseau. Le modèle actuel est déjà très proche de l'échelle des minifigurines. Agrandir encore le Faucon créerait surtout un meuble extrêmement gris de près d'1 mètre de long. Je préférerais donc que Lego conserve approximativement les mêmes dimensions, mais améliorer la finesse de la coque, les formes de mandibules, l'intégration du cockpit et les transitions entre les différents panneaux. Un système permettant de l'exposer verticalement ou légèrement incliné serait également une excellente idée. Aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs doivent acheter un support séparément, simplement parce qu'ils n'ont pas une table de 60 cm de profondeur à consacrer au Faucon. Et si Lego veut vraiment proposer une nouveauté spectaculaire, je verrais bien un éclairage intégré au niveau des moteurs et du cockpit. Pas forcément tout un système électronique compliqué,
mais au minimum quelques briques lumineuses facilement accessibles. Pour les minifigurines, je pense que Lego devrait se concentrer entièrement sur un nouvel espoir. Le modèle actuel inclut Han Solo, Chewbacca, Leila et ses 3 héros, puis un second équipage composé du vieux Han, de Rey, Finn et BB-8. Mais pour les 50 ans du premier film, il manquerait 3 personnages absolument essentiels selon moi. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et R2-D2. Ma sélection idéale serait donc Han, Chewbacca, Luke, Leila, Obi-Wan, C-3PO, R2-D2, avec éventuellement 2 Stormtroopers permettant de recréer la fuite de l'étoile de la mort. Lego pourrait également proposer des visages ou des torses alternatifs pour représenter différentes scènes du film. À près de 1000 €, ça ne serait vraiment pas demander la Lune. Même pas une petite lune. Même pas une station spatiale ayant vaguement la forme d'une lune. Et justement, parlons du prix. Encore une fois, rien à fuiter, donc pas de panique. Mais puisque le modèle coûte déjà 849 €, je vois difficilement son remplaçant arriver en dessous des 899 €. Le scénario qui me paraît le plus probable se situe du coup entre 900 et 1000 €. Surtout que Lego a déjà franchi ce seuil avec son énorme étoile de la mort. Commercialement, remplacer ce produit permettrait également à Lego d'augmenter son tarif sans simplement annoncer une nouvelle hausse de prix, avec un nouveau modèle, nouvel emballage anniversaire, quelques améliorations visibles, et le compteur repart à zéro avec un prix encore plus premium. En revanche, qu'est-ce que ça veut dire pour celui actuel de 2017? Ça veut dire que potentiellement, il est possible qu'à la fin d'année, courant peut-être Black Friday, Noël, avant qu'il soit annoncé en officiellement retiré, qu'on ait quelques remises à se faire. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et un bon signe. Ensuite, place à l'exact opposé. Un navire que les fans réclament depuis des années, le Hollandais volant. Mais celui-là, il va pas dans l'espace. Et pour une fois, on va pas parler du remake d'un ancien set. Lego envisagerait donc de sortir le Hollandais volant dans la gamme Icons en 2027 ou 2028. Pour le moment, c'est aussi tout ce qu'on sait. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de pièce. Bon, vous connaissez la règle. En gros, on n'a rien. Mais si ce projet se concrétise, ça serait tout simplement la première reproduction officielle du Hollandais volant dans l'histoire de Lego, Pirates des Caraïbes. Et cela paraît presque incompréhensible d'ailleurs lorsqu'on connaît vraiment la popularité de ce bateau. En 2011, Lego avait pourtant produit une mini-figurine de Davy Jones dans le Black Pearl 4184, aux côtés de Macus et de Bill le Bottier. La marque nous avait donc donné son capitaine et plusieurs membres de l'équipage, mais elle avait totalement oublié son bateau. Depuis, le Hollandais volant est devenu l'un des projets les plus réclamés par les fans. Un premier modèle avait déjà atteint les 10 000 votes sur Lego Ideas en 2015. 10 ans plus tard, une nouvelle proposition, imaginée par Truman Bricks, a de nouveau dépassé les 10 000 votes. La demande ne vient donc pas d'apparaître avec cette fuite. Elle existe depuis plus d'une décennie et Lego possède donc des preuves extrêmement concrètes de cet intérêt. Surtout que maintenant, Lego possède une base parfaite pour lancer ce modèle. En 2025, la licence fait son grand retour avec le set Icon 10365, officiellement appelé le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow, même si nous savons tous qu'il s'agit du Black Pearl. Ce navire propose 2862 pièces, 8 mini-figurines et mesure 64 cm de long. Il est vendu 349,99 € et peut être exposé soit sur un support incliné, soit coupé au niveau de la ligne de flottaison pour donner l'impression qu'il navigue réellement. À mon avis, le Hollandais volant reprendrait exactement cette même structure. Même échelle, même dimension assez proche, même système d'exposition et probablement une boîte pensée pour être exposée juste à côté du Black Pearl. Et visuellement, l'association elle pourrait être magnifique quand on y pense. Pour mon concept, j'imagine donc un modèle d'environ 65 à 70 cm de long, avec une coque beaucoup plus massive que celle du Black Pearl. La palette de couleurs pourrait mélanger le marron foncé, le vert olive, le vert sable et différentes nuances de gris. L'objectif ne serait surtout pas d'obtenir un simple bateau marron avec 3 algues posées dessus. Toute la structure devrait donner l'impression que le navire a passé plusieurs siècles au fond de l'océan. La proue serait évidemment l'élément central. Il faudrait retrouver son aspect presque monstrueux avec les ouvertures ressemblant à des mâchoires et le fameux canon triple capable de tirer directement devant le navire. Les sabords pourraient eux aussi adopter des formes organiques, comme si des créatures marines avaient progressivement fusionné avec la coque. Pour les voiles, je verrais des grandes pièces en tissu gris verdâtre, volontairement déchirées et couvertes de motifs représentant des algues. Elle offrirait un contraste spectaculaire avec les voiles noires, beaucoup plus propres du Black Pearl. À l'intérieur, Lego aurait énormément de possibilités. La cabine de Davy Jones devrait obligatoirement contenir son immense orgue. C'est probablement la scène intérieure la plus emblématique du navire et ce serait aussi l'occasion de proposer une construction très différente de la cabine assez classique du Black Pearl. On pourrait également retrouver la cale avec les canons, une petite prison, la barre de navire et le cabestan utilisé par l'équipage pour invoquer le Kraken. J'ajouterais même un petit coffre de Davy Jones posé sur un îlot, séparé ou caché dans un compartiment secret. Ça ne serait pas totalement fidèle à l'emplacement du coffre dans les films, mais ce serait un excellent accessoire d'exposition. Et puisque le Hollandais volant peut naviguer sous l'eau, Lego pourrait adapter le système du Black Pearl avec une base transparente, des vagues et quelques éléments marins afin de créer une seconde configuration dans laquelle le navire semble émerger de l'océan. Et le véritable argument de vente, ça serait l'équipage selon moi. Davy Jones aurait besoin d'une mini-figurine entièrement modernisée
avec ses tentacules, sa pince de crabe et un niveau de détail digne de 2027. Je retiens surtout Bill le Bottier de Emmacus. Pour le reste, je vous affiche ma sélection complète à l'écran. L'essentiel est d'obtenir 8 à 10 personnages visuellement différents, pas Davy Jones entouré de 3 marins génériques. Sur un navire aussi attendu, les créatures exclusives pèseront presque autant que la construction dans la décision d'achat. D'un point de vue marketing, ce choix aussi est encore une fois très intelligent. Le Black Pearl de 2025 a permis justement de tester le potentiel de Lego d'une gamme Pirates des Caraïbes destinée aux adultes. Le Hollandais volant transformerait ce premier résultat isolé pour le moment en une véritable gamme. Et contrairement au Black Pearl, il ne viendrait pas remplacer un modèle existant ici. Ça donnerait encore plus de valeur. Parce qu'un collectionneur qui achète le Hollandais volant aura naturellement envie de posséder son adversaire. Et quelqu'un qui possède déjà le Black Pearl risque de considérer le second navire comme la pièce manquante de sa collection. Du coup, Lego, il vendrait pas seulement un nouveau set ici. La marque pourrait relancer en même temps les ventes d'un produit déjà présent dans son catalogue. C'est exactement le type de complément que Lego adore. Concernant le prix, je miserais sur un positionnement légèrement supérieur à celui du Black Pearl. La coque serait plus complexe, les détails organiques demanderaient davantage de petites pièces et les nouvelles minifigurines nécessiteraient probablement plusieurs moules spécifiques. Mon estimation personnelle se situerait donc entre 399 et 449 € pour environ 3000 à 3500 pièces. Encore une fois, ces chiffres ne viennent absolument pas du document, hein. Ils correspondent exactement à ce qui me semble plutôt cohérent par rapport au Black Pearl actuel. On va quitter maintenant les océans pour Metropolis et le bâtiment qui pourrait enfin remettre Superman au centre de Lego DC, le Daily Planet. Après des années où Lego DC a construit presque exclusivement des sets autour de Gotham et de Batman, d'ailleurs je vous invite à revoir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue sur les 20 ans de Lego Batman si ça vous intéresse, Metropolis pourrait enfin obtenir son véritable bâtiment premium. Selon plusieurs sources, un Daily Planet modulaire serait en développement pour 2027. Pareil, pas de numéro, pas de nombre de sets, pas de nombre de pièces, pas de prix, voilà, pas de détails. Certains comptes le décrivent déjà comme l'un des meilleurs modulaires de super-héros jamais conçus. Mais sans images, évidemment, cela reste surtout une promesse impossible à vérifier à ce stade. Ce qui rend le projet crédible, c'est déjà les types de sets déjà installés. Marvel possède le Daily Bugle, le Sanctum Sanctorum, la Tour des Avengers et le X-Mansions. DC a rejoint le format en 2025 avec Arkham Asylum. Le Daily Planet deviendrait donc le deuxième bâtiment DC compatible avec cette ville modulaire et surtout le premier à placer réellement Superman au centre. Le modèle de référence sera forcément le Daily Bugle, 3789 pièces, 25 minifigurines et plus de 82 cm de haut. Mais Lego ne peut pas simplement reprendre une boîte vitrée pour remplacer l'enseigne. Pour mon concept, je partirai sur une tour art déco construite sur une plaque de 32 tenons par 32, avec une façade en pierre claire, plusieurs retraits et 4 ou 5 véritables étages. Elle pourrait atteindre 70 à 80 cm, mais toute son identité viendrait du globe installé au sommet. Ce globe devrait idéalement tourner grâce à une molette, avec le mot planète construit ou imprimé sur les éléments courbes. À 400 €, une série d'immenses autocollants à aligner sur une sphère serait franchement difficile à accepter. À l'intérieur, je garderai 4 espaces vraiment identifiables. Le hall avec les unes historiques, la grande rédaction de Clark et Lois Lane, le bureau de Perry White avec ses enquêtes sur Lex Luthor, puis un étage réunissant le studio vidéo et les archives. Le toit servirait naturellement de point d'envol à Superman. Pas besoin de faire exploser tout l'immeuble, une fenêtre éjectable, un ascenseur, une cabine permettant de mettre en scène la transformation de Clark et un petit véhicule de livraison suffiraient à apporter du jeu sans sacrifier l'exposition. Pour les minifigurines, les indispensables sont Superman et Clark Kent évidemment, Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, Supergirl, Crypto, Lex Luthor et Brainiac. Mister Terrific, Hawkgirl, Guy Gardner, Bizarro, Metallo, Livewire ou Parasite pourraient être intéressants. Le véritable objectif serait d'approcher une vingtaine de personnages, avec plusieurs nouveautés. Le Daily Bugle en proposait 25 et Arkham 16. Un Daily Planet vendu plus cher avec 8 minifigurines donnerait immédiatement une impression de régression. Au niveau du prix, je l'estime aussi ici autour de 399 à 449 €. Cette fourchette me paraît cohérente pour une tour plus travaillée que le Bugle, un grand globe et un casting généreux. Elle placerait le set dans une catégorie de pièces centrales plutôt que de simples playsets. Et encore une fois, le calendrier serait idéal. Man of Tomorrow, le prochain film de James Gunn, avec Superman et Lex Luthor, est prévu le 9 juillet 2027 pour rappel. Même sans être directement basé sur le film, le Daily Planet profiterait de toute sa campagne médiatique. Avec cette stratégie, Lego gagnerait sur 2 tableaux. La marque relancerait DC au-delà de Batman, tout en ajoutant une nouvelle pièce à cette ville de super-héros où chaque bâtiment renforce l'envie de posséder tous les autres. Et après Metropolis, changement total d'ambiance. Lego pourrait entrer pour la première fois dans l'arène avec Street Fighter.
Street Fighter chez Lego. Rien que cette association paraît complètement folle. Pourtant, d'après le document interne qui a fuité, un premier set inspiré du jeu de combat de Capcom serait actuellement envisagé pour 2027 ou 2028. Et il y a un détail très important dans ce document. En effet, ce dernier mentionne un Street Fighter 7 au singulier. Donc là, on va pas parler d'une gamme complète, avec plusieurs arènes et des petits duels. Pour le moment, Lego semble préparer uniquement un seul modèle, sûrement destiné à tester le potentiel de la licence. Le premier Street Fighter est sorti en arcade en 1987. Une commercialisation en 2027 permettrait donc à Lego de célébrer directement les 40 ans de la franchise. Et oui, on parle beaucoup d'anniversaire dans cette vidéo. En parallèle, un nouveau film Street Fighter doit sortir au cinéma le 16 octobre 2026. Et la licence, elle est loin de vivre uniquement grâce à la nostalgie. Street Fighter 6, le jeu vidéo, a dépassé les 7 millions d'exemplaires vendus, tandis que l'ensemble de la franchise totaliserait déjà plus de 59 millions de jeux vidéo écoulés dans le monde en mars 2026. Autrement dit, Lego peut toucher ici à la fois les adultes qui ont découvert Street Fighter 2 dans la salle d'arcade et une nouvelle génération de joueurs arrivés avec Street Fighter 6. Pour moi, l'hypothèse la plus crédible est une borne d'arcade Street Fighter 2 destinée aux adultes. Lego a déjà prouvé avec la borne d'arcade Pac-Man qu'il savait reproduire ce type de machine. Ce modèle de 2651 pièces possédait un joystick, un modélieur lumineux et même un mécanisme permettant de simuler le déplacement de personnages sur l'écran. Street Fighter pourrait reprendre cette recette, mais avec une mécanique beaucoup plus adaptée au combat. Imaginez une borne d'environ 35 cm de haut avec le logo Street Fighter rétro sur la partie supérieure, 2 joysticks, 6 boutons colorés et les illustrations de Ryu, Ken et Chun-Li sur les côtés. Sur l'écran, on pourrait retrouver Ryu affrontant Ken devant le château Suzaku, l'un des décors les plus emblématiques de Street Fighter 2. Une manivelle située sur le côté ferait avancer les deux combattants, un autre levier déclencherait un Hadouken construit avec des pièces transparentes bleues. Les barres de vie pourraient être réglables et un bouton permettrait de faire tomber l'un des personnages pour simuler un KO. Ça ne serait évidemment pas un véritable borne fonctionnel, mais une représentation mécanique du combat. Exactement comme Lego avait simulé la partie dans le set Pac-Man, ou alors Donkey Kong plus récemment. Et à l'arrière, une paroi amovible pourrait révéler une petite salle d'arcade à l'échelle de minifigurines avec 2 ou 3 personnages exclusifs. Mais c'est justement là que cette théorie présente un problème. Si Lego ne produit qu'un seul set Street Fighter, les fans voudront forcément obtenir plusieurs combattants. Une borne d'arcade géante risquerait de ne contenir que Ryu et Chun-Li, alors que la licence possède l'un des castings les plus reconnaissables de toute l'histoire du jeu vidéo. Ce qui nous ramène à ma deuxième théorie. Lego pourrait proposer un grand diorama à échelle de minifigurines reproduisant un affrontement de Street Fighter 2. Le modèle pourrait réunir plusieurs petites arènes interchangeables, le château japonais de Ryu, la base aérienne de Guile et la rue chinoise de Chun-Li. Des panneaux coulissants permettraient de changer le décor, comme lorsqu'on sélectionne une nouvelle arène dans le jeu. Au centre, 2 socles mobiles serviraient à positionner les combattants. On pourrait faire sauter une minifigurine, déclencher un Shoryuken ou lancer un Hadouken grâce à des pièces transparentes fixées sur des supports. Et surtout, Lego pourrait inclure 6 personnages: Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Mr. Bison et Blanka. Ryu et Ken seraient relativement simples à réaliser puisqu'ils pourraient partager plusieurs éléments. Chun-Li aurait besoin de sa célèbre coiffure avec 2 chignons. Guile mériterait évidemment une nouvelle pièce pour sa coupe totalement impossible. Quant à Blanka, sa peau verte et ses cheveux orange feraient probablement la minifigurine la plus spectaculaire du set. Personnellement, c'est le format que je préférerais. Une borne d'arcade serait très belle en exposition, mais Street Fighter repose avant tout sur ses combattants. Sortir un set sans véritable collection de minifigurines reviendrait un peu à proposer le Daily Planet sans Superman. Pour un diorama comprenant entre 1500 et 2000 pièces et 6 minifigurines, je verrais un prix situé entre 150 et 200 €. Une borne d'arcade plus grande, équipée d'un mécanisme complet, pourrait facilement dépasser les 2500 pièces et se rapprocher des 270 €, voire 300, comme le set Pac-Man ou Donkey Kong. À mon avis, Lego aurait toutefois intérêt à rester en dessous de la barre symbolique des 200 €. Street Fighter est une licence extrêmement populaire, mais elle n'a encore jamais été testée officiellement en Lego. Commencer directement avec un set énorme comme la borne d'arcade à près de 300 € limiterait fortement le public et transformerait ce lancement en produit de niche. Et d'un point de vue marketing, le projet coche énormément de cases. Il possède la nostalgie des années 90, un nouveau film, un jeu récent, toujours très actif et une communauté e-sport mondiale. Contrairement au jeu Mortal Kombat par exemple, son univers reste également très coloré et relativement peu violent visuellement, ce qui facilite son adaptation pour Lego. Capcom et son éditeur cherchent justement à multiplier les utilisations de ses licences, au-delà du jeu vidéo. Films, compétitions, produits dérivés, collaborations. Un partenariat avec Lego s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie. Le lancement du coup d'un seul gros set permettrait aux deux marques de rester assez prudents et de limiter la casse potentiellement. Si le modèle fonctionne, Lego pourrait ensuite développer des petits duels, des brickheads ou même une série de mini-figurines à collectionner. Et franchement, Street Fighter serait probablement l'une des meilleures licences possibles pour ce genre de format. Chaque personnage possède sa propre silhouette, son propre design, avec des accessoires très reconnaissables. Lego pourrait vendre Ryu comme Ken, Chun-Li comme Gami, Guile contre Mr. Bison. Le potentiel est énorme. Mais pour ce premier lancement, Lego doit absolument éviter le simple personnage les géants à construire. Un Ryu articulé ou un buste Chun-Li utiliserait
verrait peut-être moins de moules, mais passerait complètement à côté de ce qui rend cette franchise intéressante, les confrontations et les collections de combattants. Mon scénario idéal serait donc un mélange de mes deux théories. Une borne d'arcade compacte, dont l'écran deviendrait un véritable diorama à mini-figurines, avec plusieurs décors interchangeables et au moins 4 personnages. Ce serait à la fois un objet super nostalgique, un modèle interactif et le point de départ parfait pour une nouvelle gamme Lego consacrée au célèbre jeu de combat. Mais c'est pas fini, parce que Lego préparait également un gigantesque château d'Arendelle qui pourrait devenir l'un des sets les plus ambitieux de la gamme Disney jamais produit. La liste interne mentionne un large Arendelle Castle, autrement dit un immense château d'Arendelle prévu pour 2027 ou 2028 encore une fois. Toujours pareil, on n'a aucune info, mais cette description ne semble pas désigner le palais de glace de Elsa sur la montagne. On parlerait bien de la résidence royale d'Anna et Elsa, située au bord du fjord, avec ses murs colorés, ses toitures nordiques et ses grandes portes restées fermées pendant toute une enfance. Alors Lego en a déjà proposé plusieurs itérations déjà. Le modèle 42265, actuellement commercialisé, ne contient que 177 pièces pour 29,99 €. C'est une façade pour enfants, pas la version définitive du bâtiment. Le précédent grand set Frozen était le palais de glace 43 197 de 2021, 1709 pièces, plus de 65 cm de haut et 219,99 €. Malgré cette hauteur, il restait étroit et utilisait des mini-poupées. Le nouveau projet pourrait donc changer complètement d'échelle et de public. Le château d'Arendelle est beaucoup plus horizontal que le palais de glace. Je l'imagine sur une grande base rocheuse dominant le fjord, avec une façade beige et rose, des toits bleu foncé, plusieurs tours asymétriques et une grande porte ouvrant sur la cour. Sur le côté, une portion de port, un ponton et quelques maisons colorées permettraient de créer un véritable morceau du royaume plutôt qu'un bâtiment isolé. L'ensemble pourrait mesurer entre 50 et 60 cm de large avec une façade complète et un intérieur ouvert à l'arrière. Au rez-de-chaussée, on retrouverait le grand hall du couronnement et une salle de bal avec un sol rotatif. À l'étage, je garderais la galerie de tableaux, les chambres d'Anna et Elsa séparées par leurs fameuses portes. Puis, quelques espaces plus compacts comme la bibliothèque ou la salle à manger. Une petite portion gelée de la cour permettrait enfin de rejouer la révélation des pouvoirs d'Elsa. L'objectif n'est pas d'accumuler 15 pièces minuscules, mais de choisir les lieux immédiatement reconnaissables et leur donner assez d'espace pour être lisibles. À estimation, je dirais que le set pourrait faire entre 3500 et 4500 pièces pour 349 à 399 € à peu près. Cette fourchette placerait le château d'Arendelle entre le château de la Belle et la Bête et l'ancien grand château de Disney. On parlerait clairement d'un nouveau produit phare de Lego côté Disney. À ce tarif, les mini-figurines me paraissent indispensables. Anna, Elsa, Christophe, Olaf et Sven doivent être dans la boîte. Hans, les parents ou les nouveaux personnages du 3e film peuvent rester affichés dans ma wishlist. L'important est d'éviter 4 mini-poupées dans un set destiné aux adultes à près de 400 €. Toute mon analyse marketing tient finalement dans ce postulat-là. La Reine des Neiges 3 est actuellement prévue le 24 novembre 2027, tandis que World of Frozen accueille déjà les visiteurs de Disneyland Paris depuis le 29 mars 2026. Lego disposera donc à la fois d'une actualité cinéma mondiale et en Europe d'un Arendelle grandeur nature qui entretient le désir pour le château. Le petit set actuel à 29,99 € resterait le set d'entrée pour les enfants. Le modèle géant ciblerait les collectionneurs, adultes, les familles fans de Disney et les visiteurs du parc cherchant une pièce centrale. Les deux offres se compléteraient au lieu de se concurrencer. Le seul danger pour moi serait d'avoir une façade très haute mais presque sans profondeur. À 350 ou 400 €, il faut un château qui soit dense, de véritables intérieurs et une portion du village ou du fjord. Si Lego arrive à faire cela, Arendelle pourrait remplacer le château de Disney comme pièce maîtresse de toute sa gamme. Voici donc déjà un gros récap et une grosse analyse des plus gros sets que j'ai pu sélectionner. Mais les leaks ne s'arrêtent pas là et il y en a plein d'autres. On va essayer d'être un peu plus rapide cette fois-ci parce que sinon la vidéo ferait 1h30, mais il y a encore plein de choses à vous dire. La tour d'horloge modulaire des 20 ans. L'affiche qui circule pour le modulaire 2027 évoque le numéro 11391, un nom provisoire, Clock Tower, 3264 pièces, une sortie le 1er janvier et un prix américain de 249,99 $. Rien de tout cela n'est encore officialisé par Lego, mais c'est l'un des leaks les plus détaillés de cette deuxième moitié. Le bâtiment tiendrait sur une plaque de 32 par 32 tonneaux, au centre une tour d'horloge rouge accessible par un grand escalier, à gauche une quincaillerie beige sur 3 niveaux, à droite un petit délit blanc et bleu. Le point décisif, c'est l'horloge. Si les aiguilles ne bougent pas et que la tour est presque vide, le nom promettra plus que le modèle. Un modèle capable d'actionner plusieurs cadrans, une petite pendule et quelques engrenages visibles changerait immédiatement la perception du set. Et surtout, 2027 marquera les 20 ans du Café Corner. Après l'énorme place de l'Assemblée des 10 ans, revenir à un seul module peut sembler timide. Lego devra donc faire de cette contrainte une force, une silhouette spectaculaire, des intérieurs pleins et des références aux anciens bâtiments. Marketingment parlant, c'est presque un abonnement annuel. Quand on possède déjà une rue complète, laisser un trou
trou devient très difficile. Ça sera probablement un succès automatique auprès des collectionneurs, mais pas forcément un grand anniversaire. À 250 € environ, j'attends une vraie fonction et pas seulement une jolie façade. Avengers Doomsday, la deuxième vague. On a déjà les 5 produits Avengers Doomsday de 2026 qui sont officiels. Le buste de Doom, le Quinjet, le combat contre la Sentinelle, la nouvelle tour des Avengers et les Brickheads. La fuite ajoute une seconde vague pour 2027 avec d'autres playsets à figurines et au moins un produit destiné aux adultes. Mais aucun nom, aucun prix, aucun nombre de pièces n'a encore circulé. Mon scénario le plus logique serait donc un grand affrontement final vendu après la sortie du film, avec les personnages que la première vague n'a pas encore couverts. C'est une stratégie classique. Lego vend d'abord les images déjà montrables sans trop révéler l'intrigue, puis exploite les scènes les plus importantes quelques mois plus tard. Le risque pour moi, c'est l'épuisement. Avec 5 boîtes déjà annoncées, la vague 2027 devra apporter de nouvelles minifigurines vraiment désirables ou un modèle adulte plus ambitieux. Sans cela, ce sera surtout une rallonge commerciale. Le Parthénon et le Golden Gate Bridge, deux références architecture circulent pour 2027. Le 21 070 annoncé avec 3142 pièces en mars, puis le 21 071 avec 3333 pièces en avril. La grande fuite cite aussi le Parthénon et le Golden Gate Bridge. Le rapprochement paraît logique, mais les numéros n'ont pas encore été officiellement associés à ces monuments. Pour le Parthénon, je verrai une construction basse et très large sur l'acropole, avec une partie en ruine et une portion reconstituée comme dans l'Antiquité. Un toit amovible pourrait révéler la statue d'Athéna et quelques touches de couleur sur les frises. Ce serait beaucoup plus intéressant qu'une succession de colonnes blanches identiques. Pour le Golden Gate, tout se jouerait sur la longueur et les câbles. Il faudrait sur 2 tours orange, un tablier extrêmement rigide et une courbe de suspension propre. Avec plus de 3000 pièces, on peut facilement imaginer un modèle proche du maître, spectaculaire mais très difficile à exposer. Avec ces deux sets, Lego couvrirait 2 publics, histoire et archéologie d'un côté, ingénierie et voyage de l'autre. Mais sortir 2 architectures premium à quelques semaines d'écart pourrait représenter près de 600 €. Mon choix personnel il reste au Parthénon plus inédit. Le Golden Gate sera sans doute le plus immédiatement reconnaissable sur une miniature ou dans un salon. KITT, la voiture de K2000. KITT réapparaît dans la liste des projets Icons de 2027 ou 2028. La chose certaine, c'est que Lego connaît déjà la licence. Un pack Dimension de 2017 proposait Michael Knight et un kit microscopique. Pour une version adulte, j'imagine une voiture proche de la DeLorean Icons, autour de 35 cm, avec les portes, le capot et les phares escamotables. Mais surtout, la réussite tient dans un seul détail, le scanner rouge à l'avant. Une simple rangée de pièces transparentes serait décevante. Il faut au minimum une lumière ou un mécanisme donnant l'impression qu'elle se déplace. À l'intérieur, le tableau de bord doit être aussi travaillé que la carrosserie, parce que KITT n'est pas juste une Pontiac noire, c'est un personnage. Une mini-figurine de Michael Knight, aux côtés du véhicule finirait le modèle. Je situerai le prix dans la zone des 180-200 € max. C'est un produit nostalgique très facile à comprendre et qui n'existe pas une gamme complète. En revanche, sans lumière ni fonction marquante, il risque de ne parler qu'aux spectateurs ayant grandi avec la série. Le Queen Mary 2. La liste mentionne un Queen Mary 2 dans la gamme Icons. Le vrai navire mesure 345 mètres. À échelle 1/200 du Titanic Lego, le modèle approcherait 1,73 mètres, pratiquement invendable. L'option crédible serait donc une échelle proche de 1/250, pour retomber autour des 1,38 mètres, soit presque la longueur du Titanic actuel. Visuellement, il faudrait une coque bleu nuit, l'immense superstructure blanche, et la cheminée rouge et noire. Casser la répétition des centaines de fenêtres, je verrai 3 sections détachables révélant quelques lieux emblématiques. Le grand lobby, le restaurant, le théâtre et même la célèbre chenille du navire. Des stabilisateurs ou des nacelles de propulsion mobile donneraient aussi une vraie différence face au Titanic. Mais c'est précisément le problème marketing. Le Queen Mary 2 est fascinant, construit à Saint-Nazaire et toujours en service. Mais son nom n'a pas la puissance mondiale du Titanic. Si Lego reste proche des 700 €, il visera un public extrêmement réduit qui doit en plus disposer d'un meuble de presque 2 mètres. La machine à pince Lego Castle. Castle Claw Machine, c'est probablement le nom le plus improbable de toute la liste. L'idée serait une machine à pince Icons inspirée du château jaune de 1978 avec ses murs vifs, ses créneaux et son blason à la couronne. Je l'imagine comme une bande jaune dont le bac de récupération prend la forme d'un pont-levis. 2 modèles déplaceraient la pince, puis une troisième la ferait descendre vers des capsules contenant des armes, des trésors ou des chevaliers. Les capsules me paraissent indispensables. Attraper directement une mini-figurine avec une pince en brique serait vite plus frustrant qu'amusant. La vraie valeur ne viendra pourtant pas du mécanisme, mais des personnages. Ce set pourrait réunir plusieurs générations de Castle. Chevalier du château jaune, lion, faucon noir, forestman ou Wolfpack. À plus de 200 €, 3 mini-figurines ne suffiraient clairement pas. La figurine géante d'Homer Simpson. Le nom Upscaled Homer Simpson apparaît dans la fuite, sans aucun détail. Le format existe déjà. La mini-figurine Lego géante actuelle mesure 27 cm, contient 654 pièces et cache une mini-figurine classique sous son chapeau. Pour Homer, j'imagine le même élément avec un visage entièrement reconstruit en briques, un ventre légèrement arrondi et surtout un énorme Donut Rhodes dans la main. Un petit Homer caché dans le torse serait l'easter egg parfait. Autour de 70 à 80 €,
le set deviendrait une porte d'entrée beaucoup plus accessible que le Krusty Burger, et une sortie en 2027 profiterait d'une fenêtre idéale. Le deuxième film Les Simpsons est actuellement programmé pour le 3 septembre 2027. Le risque est celui d'une nouvelle collection à répétition. Même corps, même articulation, nouvelle tête. Ici, la construction du visage et le donuts doivent donner une vraie personnalité au modèle. Les minifigurines Lego Super Mario. Cette fois, la base est officielle. Lego et Nintendo ont montré une véritable minifigurine de Mario et annoncé de nouveaux sets pour 2027. En revanche, seul Mario a été présenté. Luigi, Peach, Yoshi ou Bowser restent encore des attentes, pas des confirmations. La fuite évoque 7 références. 6 arrivera en janvier de 84 à 850 pièces, puis un set 18+ de 754 pièces sortira en mars. Ce qui compte, c'est la structure de la gamme. De petits sets capables de distribuer les personnages, un gros playset de 850 pièces et un modèle adulte. Mon image idéale serait un château de Peach ouvert à l'arrière pour le grand set, puis un diorama de niveau 1-1 pour le 18+. Les boîtes les moins chères pourraient proposer Mario, un tuyau, un bloc point d'interrogation, un Goomba ou un petit kart. Le passage à l'échelle minifigurine changerait tout. Les anciens parcours électroniques étaient originaux, mais compliqués à exposer. Ici, Lego peut enfin construire un royaume champignon cohérent, compatible d'une boîte à l'autre et beaucoup plus lisible sur une étagère, un peu comme la gamme Minecraft. Voilà pour cette vague absolument énorme. Alors, il reste aussi la gamme des sets de Noël, mais comme c'est pour 2026 et que la vidéo porte sur 2027, j'en ai volontairement pas parlé. Il y a aussi d'autres leaks que j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, donc je vous invite aussi à la regarder si je les ai pas mentionnés ici. Il faut garder un truc officiel très clair avec ce genre de rumeurs. Nous n'avons pas devant nous un catalogue Lego officiel. Certaines informations sont solides ou déjà confirmées, d'autres sont des rumeurs détaillées et plusieurs projets ne reposent encore que sur un nom dans une liste supposément interne. Maintenant, dites-moi tout en commentaire. Parmi les sets que l'on a évoqués, lequel vous intéresse le plus et lequel vous seriez prêt à l'acheter Day One? Pas celui seulement où vous trouvez joli en image grâce à mes illustrations. Et surtout, dites-moi aussi quel est le projet qu'on a cité qui vous semble trop beau pour être vrai. Lâchez-vous dans les commentaires. Un grand merci à ceux qui s'abonneront, qui lâcheront la petite cloche, un petit like et qui utiliseront le boost à YouTube avec l'application smartphone pour m'aider dans cette chaîne. Je vous remercie énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos chaque jour. Ça me fait énormément plaisir et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Je retourne à mes vacances. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo qui devait initialement sortir ce dimanche-là, que je reporte du coup la semaine prochaine. Et on va se parler d'un set pas piqué des hannetons. C'était Mr. Brick. Allez, ciao!